Salut tout le monde. Ce soir, nous nous promenons dans les ruelles brumeuses de l'Europe médiévale, où les maisons aux toits de chaume s'affaissent, la boue s'infiltre sous nos pieds et où l'air nocturne embaume légèrement la paille humide, la fumée de bois et la suspicion. On entend presque les murmures derrière les volets clos, le léger cliquetis des cuillères, remuant quelque chose d'étrange dans des marmites en fonte. Et tandis que la lune brille un peu trop fort au-dessus de nos têtes, vous pourriez commencer à vous demander: quelqu'un vous observe-t-il? Ou pire, vous maudit-il? Mais n'allons pas trop vite. D'abord, il va falloir que vous essuyiez la crasse de vos bottes, car nous allons découvrir la vie paisible de ces femmes qu'on appellerait un jour sorcières. Et vous n'y survivrez probablement pas avec votre logique moderne intacte. Alors, avant de vous installer confortablement, prenez un moment pour aimer la vidéo et vous abonner. Mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez et quelle heure il est. J'adore voir à quel point nous voyageons à travers le monde. Maintenant, tamisez les lumières. Allumez un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond et commençons ensemble notre voyage de ce soir. Vous traversez un petit hameau du XVe siècle. Le chemin est tout en terre et en crotte de chèvre. L'air est chargé de fumée de bois et de ce que votre voisin est en train de cuisiner, ou peut être de fermenter. Des poules s'éparpillent sur votre passage, et au loin, quelqu'un se dispute à propos de fromage. Mais quelque chose cloche ce soir. Un groupe de personnes s'est rassemblé devant une petite maison. On entend des murmures, les bras croisés, les yeux plissés. La femme à l'intérieur, elle s'appelle Beatrix. Elle est là depuis des années, aidant ses voisins à accoucher, à faire bouillir des herbes, à murmurer des prières. Mais voilà que son chat a été aperçu avec un comportement étrange, perché aux fenêtres, à écouter. Une vache a fait une fausse couche la semaine dernière, et Béatrix, dit-on, a été vue en train de cueillir des champignons au clair de lune. Suspecte. Vous jetez un coup d'œil par sa fenêtre. Des étagères pleines de plantes séchées, un mortier et un pilon usés par l'usage. Il y a même un minuscule sachet de... Attendez, est-ce de la grenouille séchée? Peut être. Ou juste du basilic. Vraiment malchanceux. Voyez, voilà ce qu'on ne vous a jamais appris à l'école. La plupart des sorcières de l'Europe médiévale ne jetaient pas de sorts et ne chevauchaient pas de balais. C'étaient des sages-femmes, des herboristes, des veuves, des femmes ayant dépassé l'âge de procréer, ou simplement celles qui ne souriaient pas assez à l'église. Et à une époque où l'accouchement pouvait vous tuer et où le pain moisi vous faisait halluciner, nul besoin de baguette magique pour être terrifiante, il suffisait d'être bien informé. Vous vous penchez et examinez un de ces bouquets d'herbes. De l'armoise peut être utilisé pour soulager les douleurs de l'accouchement. Mais c'est aussi associé depuis longtemps aux rêves, aux visions et disons à un peu de superstition. Les historiens se demandent encore si les sages-femmes comme Béatrix étaient principalement ciblées pour leur indépendance, leur savoir ou leur malchance dans les ragots. Probablement les trois. À l'époque, il n'y avait pas de frontière nette entre la médecine et la magie. Un guérisseur pouvait murmurer une prière en latin tout en appliquant un baume à base de digital, efficace pour les maladies cardiaques, mais mortel si mal dosé. Si cela fonctionnait, on la félicitait. Sinon, ou pire, si la patiente mourait, c'est là que les questions ont commencé. Vous vous baissez tandis qu'une pierre vole vers le cottage. L'ambiance change. Quelqu'un mentionne la marque. Il s'agit de la marque de la sorcière, une tache de rousseur, un grain de beauté ou une tache de naissance qui, sous l'effet de la peur et de l'imagination, ressemble exactement à un pacte avec Satan. Le chat de Béatrix siffle. Peut être que ça n'arrangeait pas sa situation. La croyance aux sorcières n'était pas uniforme en Europe.
Certaines régions traitaient les sorcières présumées avec un respect circonspect. D'autres, notamment en Allemagne et en France, sombraient dans la paranoïa avec enthousiasme. Des villages entiers pouvaient être consumés par la suspicion. Une mauvaise récolte, sorcière. Un bébé né avec une fente palatine, assurément une sorcière. Un homme rêve de serpent et se réveille avec des démangeaisons. Brûlez la sorcière. Vous vous éloignez furtivement de la foule et empruntez une autre ruelle, où de vieilles femmes chuchotent derrière leur châle. Vous passez devant un jardin peuplé d'étranges petits épouvantails et sentez une odeur étrangement sucrée, peut être de la racine de mandragore bouillante. Connue pour hurler lorsqu'on l'arrache de terre, oui, vraiment, la mandragore avait de véritables propriétés narcotiques, mais les mythes la rendaient encore plus dangereuse. Si vous la manipuliez mal, ou si quelqu'un vous voyait la déterrer, vous pouviez être accusé d'invoquer des esprits. Et n'oubliez pas la lune. Les peuples médiévaux entretenaient une relation complexe avec elle. Les pleines lunes étaient liées à la folie, à la fertilité et, vous l'aurez deviné, à la sorcellerie. Une femme aperçue marchant sous la pleine lune pourrait simplement souffrir d'insomnie ou danser avec le diable selon l'état d'esprit du prêtre local. Votre nez picote, quelqu'un brûle de la sauge, ou peut être juste du vieux linge. Difficile à dire, mais il y a un autre endroit que vous devez visiter avant de continuer. Vous trouvez une petite apothicairerie exiguë à la sortie de la ville. À l'intérieur, les étagères sont remplies de bouteilles, certaines étiquetées, d'autres non. Une jeune femme assise derrière le comptoir pile quelque chose entre des pierres. Elle vous offre un thé amer et dit que cela soulage la fièvre qui survient quand ça tourne mal. Ergot, un champignon qui pousse sur le seigle. Il peut provoquer des convulsions, des hallucinations, voire la mort. À l'époque, c'était juste le pain qui devenait bizarre. Mais aujourd'hui, certains chercheurs pensent que des épidémies d'ergotisme ont pu alimenter des paniques locales. Les gens voyaient des choses, étaient pris de convulsions, mouraient. Les sorcières sont sans doute responsables. Vous sortez, votre tasse encore chaude à la main, et vous regardez les nuages. Ils sont bas, ils vous serrent, et l'espace d'un instant, vous comprenez la peur. Le besoin de blâmer quelque chose, n'importe quoi, pour ce que vous ne pouvez expliquer. Un poulet pousse un cri terrible derrière vous. Probablement rien, probablement. Le ciel s'assombrit tandis que vous vous dirigez vers la place du village. Le vent se lève juste assez pour vous rappeler que quelqu'un, quelque part, est probablement en train de remuer une marmite pleine de quelque chose qui a une queue. Au centre de la place se dresse une structure en bois, ni tout à fait une scène, ni tout à fait une potence. C'est là que se tiennent les audiences, ou ce qui passe pour des audiences quand le mot « justice » est plus étiré qu'une soupe de peste. Vous vous asseyez sur un banc voisin, vos bottes encore couvertes de la boue de tout à l'heure. La foule murmure comme des abeilles dans une ruche fêlée. Tout le monde est là, non pas pour apprendre, ni même pour juger, mais pour observer. L'accusée, Marita, 48 ans, possède une oie qui, paraît-il, klaxonne à minuit. La semaine dernière, quelqu'un l'a vu parler à un hérisson. Donc, naturellement, c'est probablement une sorcière. Un moine, vêtu d'une lourde robe de laine s'avance, la voix grave. Cette femme nie-t-elle danser avec les diables sous la lune de sang? Marita ne répond pas, principalement parce qu'elle est attachée à une chaise et qu'elle est éveillée depuis 27 heures. Le manque de sommeil, la plus douce des techniques d'interrogatoire médiévales. Parlons preuve, car c'est là que les choses se gâtent. Au XVe et XVIe siècle, une femme pouvait être accusée sur la base de preuves qui rendraient la dénonciation d'un enfant infondée. Quelqu'un a-t-il fait un rêve étrange à votre sujet? Coupable. Le lait a-t-il caillé en votre présence? Coupable. Le mari d'une voisine l'a-t-il trompé?
et elle a besoin de quelqu'un à blâmer, boum, vous êtes à 2 doigts d'être déclaré stagiaire de Satan. L'une des preuves les plus absurdes était le familier de la sorcière, un animal de compagnie que l'on croyait être un démon déguisé. Les chats étaient souvent coupables, mais aussi les crapauds, les chèvres et même les mouches. Si votre crapaud aimait traîner dans votre jardin pendant que vous cueilliez des herbes, activité démoniaque. S'il vous léchait la main, pacte avec le diable. Et oh, vous allez adorer ça, les tests de natation. Si une femme était accusée de sorcellerie, elle pouvait être jetée dans une rivière ou un étang, attachée bien sûr. Si elle flottait, cela signifiait qu'elle avait refusé le baptême et que l'eau ne l'accepterait pas, donc évidemment coupable. Si elle coulait, eh bien, peut être innocente, mais probablement morte. C'est là que vous clignez lentement des yeux, car la logique a quitté le bâtiment. Marita, heureusement pour elle, ne se fait pas jeter dans un étang aujourd'hui. Au lieu de cela, on examine ses chevilles à la recherche de marques étranges. Une petite cicatrice près de son talon fait sensation. Quelqu'un dit que ça ressemble à une morsure. Un autre insiste sur le baiser d'un démon. Un troisième jure que ça a bougé. Vous plissez les yeux et, honnêtement, ça ressemble à la cicatrice d'une brûlure oubliée depuis longtemps. Ou, vous savez, peut être juste une piqûre de moustique de 1453. Les historiens se demandent encore si les personnes qui menaient ces procès croyaient sincèrement à la sorcellerie ou s'il s'agissait simplement d'un prétexte commode pour consolider leur pouvoir, leur terre ou leur contrôle religieux. Dans certains cas, c'était les deux. Les autorités locales gagnaient en prestige en éliminant le mal. Les chefs religieux ont pu renforcer le dogme. Et les villageois? Eh bien, ils se sont débarrassés de cette femme étrange qui ne souriait jamais au marché. Mais ce qui donne vraiment la chair de poule, ce sont les manuels. Oui, de vrais manuels expliquant comment trouver, interroger et éliminer les sorcières. Le plus tristement célèbre, le Malus Maleficarum, ou Marteau des sorcières. Publié en 1487 par 2 inquisiteurs, il se lit comme le fruit impie d'un prêche religieux et d'un rêve fiévreux. Il met en garde contre les femmes qui séduisent les hommes par la sorcellerie, volent des pénis, oui, vraiment, et même se rendent en avion à des rassemblements secrets où elles mangent des bébés. Comfortable? Et ce n'était pas un texte obscur. Il circulait largement, utilisé par les inquisiteurs et les juges comme guide de terrain. L'une de ses affirmations les plus infâmes, que les femmes sont plus susceptibles de devenir sorcières parce qu'elles sont plus faibles dans la foi et plus charnelles. Une interprétation qui a vieilli comme du poisson cru dans une étable ensoleillée. Le moine sur la place ouvre un gros livre, peut être même un exemplaire du Malus, et lit à voix haute. Les accusations deviennent plus surréalistes. Un homme affirme que Marita a maudit son pain. Un autre affirme que ses moutons ont bêlé en latin après être passés devant sa maison. Vous vous trémoussez sur votre siège, vous demandant comment on a pu garder son sérieux pendant tout ce temps. La torture n'était pas seulement autorisée, elle était encouragée. Les instruments allaient du banal, les vis à pouce, au cauchemar absolu, comme le araignée de fer, qui, ne cherchez pas sur Google, était inoffensive. Sous la douleur, les gens avouaient tout. Vous le feriez aussi si on menaçait de vous étirer la colonne vertébrale comme du caramel. Marita parle enfin. Sa voix est rauque, mais claire. Elle se dit innocente. Elle dit qu'elle prie tous les matins, que son oie cacarde à minuit, parce que c'est à ce moment-là que le chat de son voisin hurle, et que les 2 créatures ont une rancune plus ancienne que la plupart des mariages. Le moine marque une pause. On entend presque la foule bouger, un murmure. Peut
être que certains la croient. Mais soudain, quelqu'un désigne un crapaud près du bord de la place. Il sautille vers elle. Halètement, hurlement. Un garçon hurle. C'est son familier. Et d'un seul coup, le doute s'évapore. Vous soupirez profondément. Parce que ce n'est pas une histoire de croyance, c'est une histoire de peur. Le genre de peur qui comble le vide des monstres. Le genre qui murmure « Si quelque chose de mal arrive, quelqu'un doit être responsable ». Vous quittez la place tandis que le verdict est lu. Coupable. Bien sûr, la punition est à déterminer, mais elle ne sera pas agréable. Vous jetez un coup d'œil par-dessus votre épaule. Le crapaud a sauté dans un seau. Un moment bref, presque comique, si ce n'est que la vie de quelqu'un vient d'être brisée à cause de cela. Le soleil s'est complètement couché, les torches vacillent. Et quelque part, une cloche sonne, non pas pour l'heure, mais pour rappeler au village que le mal a été trouvé. Ce qui, comme l'histoire le montre si souvent, signifie simplement que quelqu'un d'autre a été puni. Et tandis que vous disparaissez dans la nuit, le vent murmure à travers les arbres, peut être des mots, peut être des avertissements, peut être juste votre imagination, ou peut être pas. La fumée flotte comme de la soie sur la place pavée. Vous la sentez avant de la voir, du bois brûlé, de la paille mouillée, quelque chose de plus sombre en dessous. Vous longez maintenant les abords d'une ville, plus grande que le village d'avant, plus importante, ce qui signifie, bien sûr, que la peur est plus profonde et que le feu brûle plus fort. Ici, la panique liée à la sorcellerie ne se résume pas à des murmures de villageois. C'est une politique. Ce sont des sermons, des parchemins et des coups soudains à votre porte à l'aube. Vous passez devant une cathédrale se dressant comme un géant de pierre, ses vitraux projetant une lumière cramoisie sur la place. Magnifique, terrifiante. À l'intérieur, des hommes en robe discutent du péché, du salut et de la meilleure façon d'interroger une veuve qui tous suspectent. Parlons de feu de joie. Car aucun voyage endormi dans les pires recoins de l'imaginaire médiéval n'est complet sans une exécution publique. Vous vous retrouvez à dériver vers une grande place ouverte déjà bondée de citadins. Les gens se bousculent pour prendre place. Les vendeurs vendent des pâtisseries. Les enfants gloussent, ne comprenant pas vraiment ce qu'ils vont voir. Vous, en revanche, si, et votre estomac se serre. Là, au centre, se trouve le bûcher, déjà préparé, le bois empilé, prêt pour un feu censé purifier. Et qui est l'âme malheureuse d'aujourd'hui? Elle s'appelle Agnès, 70 ans, veuve, autrefois propriétaire d'une petite boutique de tissage, connue pour son magnifique fil rouge. L'enfant d'un noble s'est étouffé avec un bouton d'une de ses robes. Accident? Probablement. Mais dans l'écheveau des reproches, elle a été entraînée, qualifiée de danger. Une couturière du diable, car rien ne dit mieux l'œuvre de Satan qu'une broderie faite main. Un évêque s'avance, la voix solennelle. Il lit un parchemin, pas des écritures, remarquez, mais une déclaration officielle de culpabilité. C'est étrangement bureaucratique, comme si quelqu'un avait utilisé un registre et avait oublié de supprimer le ton « article ». Elle est accusée de comportement suspect, usage de teintures artificielles et maudite maison noble. Vous clignez des yeux. Des teintures artificielles? Oui, car on pensait autrefois que le fil rouge nécessitait des matériaux exotiques. Et si quelqu'un ignorait d'où venait cette couleur, eh bien, c'était peu être du sang, ou pire, de la magie. Les historiens se demandent encore si ces bûchers étaient avant tout des actes de justice ou de pur contrôle social. La plupart s'accordent aujourd'hui à dire qu'il s'agissait, tragiquement, des deux. Une façon de maintenir le public dans la crainte et l'obéissance,
un spectacle déguisé en moralité. Vous apercevez un moine non loin de là, tenant une Bible ouverte d'une main, une plume d'oie de l'autre. Il immortalise l'événement pour la postérité. Car rien ne dit mieux œuvre sacrée qu'un récit à la première personne d'une personne brûlée au barbecue. C'est là que les choses deviennent encore plus étranges. De l'autre côté de la place, vous remarquez un scribe du gouvernement qui griffonne furieusement sur un parchemin. Il note la quantité de bois utilisée, la durée de l'exécution, la réaction de la foule. Vous réalisez, ce n'est pas seulement une punition, c'est une performance. Et comme toute grande performance, elle nécessite un financement, une coordination et de la paperasse. Vous levez les yeux. Quelqu'un vous tend un tract. Une gravure sur bois représentant Agnès. Cheveux en bataille, flamme lui léchant les pieds. Un sourire grotesque ajouté pour le côté dramatique. Vous la fixez. Les yeux vous suivent. Ou peu, est-ce juste votre nervosité? Anecdote. Dans de nombreuses villes, on payait des gens pour accuser les autres de sorcellerie. Oui, vous avez bien entendu. Des informateurs. Des espions à gages qui pouvaient gagner en prestige ou éviter les soupçons en pointant du doigt. Parfois, c'était l'Église qui finançait le tout. Parfois, ce sont les seigneurs locaux. Quoi qu'il en soit, cela transformait les voisins en ennemis et la paranoïa en monnaie d'échange. Vous quittez la place alors que le feu crépite. Agnès ne crie pas. Elle ferme simplement les yeux. Peut-être est-elle déjà partie ailleurs dans son esprit, quelque part où il y a moins de torches et moins de paperasse. Plus loin, vous trouvez une pile d'outils de sorcière confisqués. C'est risible, une cuillère de cuisine, un peigne, une bougie à la cire étrange, c'est juste de la cire d'abeille. Mais la superstition se moque des faits. Si cela a une apparence étrange, une odeur étrange ou vient de la mauvaise maison, c'est une preuve. Et dans cette nouvelle ère, la preuve était tout ce qui permettait aux accusateurs de se sentir justifiés. Vous êtes assis sur un muret de pierre, regardant la foule se disperser. Personne ne pleure, personne ne pose de questions. D'ailleurs, quelqu'un suggère qu'ils dormiront mieux ce soir, sachant qu'Agnès est partie. Vous vous demandez, était-elle la première? Non, elle ne sera pas la dernière. L'apogée des chasses aux sorcières européennes surviendra plus tard, à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Mais ce n'est que le début. Le bois sec s'empile. La théologie s'affine. Le système se met en place. Vous entendez une anecdote insolite. Un homme jure que son ami a vu une sorcière voler l'ombre d'un homme. Il dit que l'homme a ensuite reculé pour toujours. Vous toussez doucement, essayant de ne pas rire, car même dans les ténèbres de l'histoire, les gens trouvent des moyens d'être créatifs. Derrière vous, deux érudits discutent. L'un affirme que les procès sont la preuve de la justice divine. L'autre marmonne à propos de politique, de territoire et de peur. Les historiens débattent encore de la part de vérité dans cette croyance, de la part de jeu de pouvoir et de la part de masse. Hystérie. Vous vous dégourdissez les jambes et reprenez votre marche. Les rues se calment, une brise se lève, un léger parfum de clous de girofle flotte, quelqu'un prépare le marché. La vie continue, même après les flammes, et c'est peu. Être là le plus effrayant. Ni les incendies, ni les accusations, ni même l'absurdité de tout cela, mais la façon dont les gens continuent, tout simplement, comme si brûler quelqu'un n'était qu'une ligne de plus dans le grand livre, une case de plus sur le calendrier de l'Église. Vous regardez la lune, pleine et ronde. Elle observe en silence, et quelque part, une bougie vacille. Vous êtes plus loin maintenant. Le village a disparu derrière vous. Sa fumée s'est depuis longtemps dissipée dans les collines. Vous ne marchez plus dans la boue. À la place, vos bottes tapent
doucement sur les sols en pierre polie par des siècles de pas curieux. Des étagères s'élèvent autour de vous, non pas d'herbes séchées et de bougies suspectes, mais de livres, poussiéreux, grinçants. Certains reliés de cuir craquelé, d'autres si fragiles qu'ils murmurent à l'ouverture. Vous êtes arrivé dans les archives d'une université, quelque part dans le présent. Bienvenue dans le doux écho des procès des sorcières. Ici, les historiens se penchent sur des pages défraîchies, plissant les yeux devant un latin en boucle, se chamaillant sur la ponctuation et se demandant si ce Martha était en fait Marthe ou simplement une écriture vraiment maladroite. Un érudit vous fait signe d'approcher. Il a trouvé quelque chose, une confession de 1624. Une femme prétend s'être envolée sur un balai pour un sabbat dans les bois, où elle a dansé avec des chèvres et embrassé un homme au visage renversé. Vous haussez un sourcil. Il hoche la tête. Oui, et elle s'est rétractée 2 jours plus tard. Elle a dit n'avoir avoué qu'après 3 jours sans nourriture. C'est là que l'histoire bascule, car aujourd'hui, des siècles plus tard, on commence à se demander pourquoi ont-elles avoué, que croyaient-elles vraiment, et qui étaient ces femmes. Même si elles n'étaient pas étiquetées comme sorcières, vous êtes assis à côté de l'érudit, l'air chargé d'encre et imprégné d'une légère odeur de vieux papier. Il vous montre une carte. Des points rouges indiquent les villes où le nombre d'exécutions a été le plus élevé. Une ville d'Allemagne a vu plus de 400 femmes tuées en quelques années seulement. Vous observez ce schéma, vous demandant comment la croyance et la peur ont pu s'étendre à ce point. Il ne s'agissait pas de quelques incendies isolés. C'étaient des vagues de panique qui se sont parfois propagées à des pays entiers, des décennies entières. Et si certains endroits, comme l'Angleterre, ont connu une situation relativement modérée, quelques centaines d'exécutions seulement, d'autres régions ont été en proie à un véritable enfer. Une théorie moderne? Le climat. Oui, le climat. Il s'avère que le petit âge glaciaire, une période de température plus fraîche qui a débuté au XIVe siècle, a coïncidé avec de mauvaises récoltes, des hécatombes animales et une misère économique générale. Quand tout allait mal, on cherchait un coupable. Entre la sorcière. Vous passez lentement devant une vitrine intitulée Folklore et témoignages. À l'intérieur, des dessins de diables, de bêtes à cornes, de femmes volantes, des forêts illuminées par une lumière fantôme. Vous apercevez un gribouillage marginal où un moine a dessiné une femme se transformant en cochon. C'est à la fois ridicule et profondément triste. Et vous réalisez quelque chose. Il ne s'agissait pas seulement d'exécutions, c'était des histoires déformées, racontées encore et encore, jusqu'à ce qu'elles soient plus réelles que les vies qu'elles détruisaient. L'érudit mentionne une femme, Anna Göldi, considérée comme la dernière sorcière exécutée en Europe, en Suisse, en 1782. Ce n'est pas une faute de frappe. Cela s'est produit après l'avènement des Lumières, après les télescopes, après Newton, après Mozart. Et pourtant, Anna fut accusée d'avoir fait cracher des épingles à un enfant. Un petit tour de magie bien pensé, avec une fin horrifiante. Les historiens se demandent encore si le procès d'Anna était une véritable chasse aux sorcières ou une tentative de dissimulation d'un scandale politique. Quoi qu'il en soit, elle fut exécutée. Officiellement innocentée en 2008. Vous soupirez profondément. De l'autre côté de la pièce, un autre chercheur rit. Il lit les archives d'un procès écossais. Une femme a avoué sous la contrainte avoir donné des galettes d'avoine et du lait à un démon, et qu'en retour, il lui avait appris à parler au chat, pratique, légèrement adorable, et apparemment suffisant pour la faire tuer. Une cloche sonne doucement au loin. Vous réalisez que c'est l'heure de la fermeture.
Mais il y a un dernier arrêt avant de ralentir le rythme. Vous sortez des archives et entrez dans un musée, une pièce sombre, à peine éclairée, remplie de portraits et d'enregistrements sonores de voix de femmes lisant leurs propres confessions, certaines tremblantes, d'autres provocantes, d'autres résignées. Et dans la dernière exposition, un miroir, un simple miroir. L'affiche indique « Voilà à quoi ressemble une sorcière ». Vous regardez à l'intérieur et vous vous voyez, non pas parce que vous êtes coupable de quoi que ce soit, mais parce qu'en vérité, n'importe qui aurait pu être le suivant. La sorcellerie ne se résumait pas à ce que quelqu'un faisait. Elle se référait à son apparence, ou à sa vie, ou à son vieillissement. C'était le reflet d'un monde terrifié par le changement, la maladie, la mort. Et au lieu d'affronter le chaos de la vie, ce monde a créé des monstres à brûler. Vous restez immobile. Le miroir ne cligne pas des yeux. Dehors, la vie moderne bourdonne. Mais certains schémas persistent. La peur murmure encore. Le jugement persiste. Et parfois, nous avons encore besoin de quelqu'un à blâmer. Vous jetez un dernier regard sur le passé, puis vous vous éloignez. Et maintenant, tandis que les échos du feu et du parchemin s'apaisent, vous sentez votre corps s'alourdir confortablement. L'air s'adoucit. Les lumières s'atténuent dans votre esprit. Plus de torches, plus de foule. Juste le silence des pensées nocturnes et le calme de la compréhension. Vous imaginez une maison tranquille, pas celle qu'il redoutait, mais une maison paisible. Un petit jardin en fleurs, des herbes aromatiques suspendues à des poutres en bois, une bougie vacillant paisiblement à la fenêtre. Le genre d'endroit où personne n'a besoin de chuchoter, où la connaissance n'est pas dangereuse et la différence n'est pas mortelle. Les histoires que vous venez de traverser sont troublantes, mais elles sont aussi passées. Elles vivent désormais dans l'encre et la mémoire, et vous les avez écoutées. Témoins, les avez doucement portées jusqu'aux confins des rêves. Et peu, être que cela suffit pour ce soir. Votre respiration ralentit, vos membres s'enfoncent plus profondément dans le matelas. De l'autre côté de votre fenêtre, peut être une brise frôle-t-elle, ou peut être est-ce simplement le calme qui s'installe, frais, constant, rassurant. La lune observe à nouveau, mais cette fois sans méfiance. Juste une lumière douce, tombant comme de la soie sur les champs et les toits, fermant doucement les yeux. Vous êtes en sécurité. Vous êtes là. Et le feu est éteint depuis longtemps. Du hast bien.